Table ronde numéro 2 à suivre du labo à la start-up. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors je vais appeler beaucoup de personnes sur scène, mais je crois qu'il y aura 2 plateaux. Je vais vous les citer, ils vont venir et puis ils se représenteront. Même Stéphane Sbarbati, Chloé Gosse, Daria Matignon, Mathieu Ovanessian, Céline Soulier à nouveau, Franck Arrojo, Jean-Baptiste Josso, Marie Brzezinski, Maxime Defou, Georges Khalil, Laurent Meyer et Pauline Solignac. J'ai dû écorcher 3 ou 4 noms, je m'en excuse. La scène est à vous, vous pouvez venir. Bonjour à vous. Allez-y. Ça marche. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour à tous celles et ceux qui sont ici présents. J'espère que bon, il fait un petit peu frais, mais en même temps, les propos qui sont tenus sont quand même assez intéressants. Et puis de temps en temps, vous tapez dans les mains, donc du coup, ça vous réchauffe. Voilà, on va vous proposer cette deuxième table ronde qu'on a intitulée du labo à la start-up. Avant de démarrer, je dois vous dire qu'elle va se dérouler en 2 temps. Il y aura un premier plateau, puis un deuxième plateau. Vous avez vu, on dispose de 6 sièges. Donc, on va procéder en 2 temps. Avant de démarrer, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Charlie Barla, qui a eu une contrainte personnelle qui l'a empêché d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, Charlie, si tu nous vois et que tu assistes, un coucou. Charlie est quand même le directeur de la CISAM, la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille. J'ai donc la lourde tâche de le remplacer aujourd'hui et je suis ravi de faire cet exercice avec vous. Donc, on va vous parler du labo à la start-up. Ce n'est pas une trajectoire qui est rectiligne, c'est compliqué. Dans les propos introductifs de Françoise Digna-Georges tout à l'heure, vous l'aurez compris, il y a de multiples opérateurs, de multiples acteurs. On utilise beaucoup d'acronymes, d'abréviations, de mots barbares, de mots savants. Alors on va essayer de vulgariser tout ça aujourd'hui avec des témoignages. On a fait le choix de faire témoigner un enseignant-chercheur qui a créé sa start-up. Et plutôt que de vous présenter les structures qui accompagnent de manière magistrale, eh bien, elles vont venir illustrer à chaque fois les étapes clés du cheminement de ce start-upper qu'on doit dire, il faut le reconnaître, parfois ce cheminement, c'est un peu un chemin de croix, il est en zigzag. C'est comme une montagne qu'on gravit avec ses lacets. Bien, ce qu'il faut tenir en compte, c'est ne pas sortir dans le virage. Donc comment on s'adresse au bon guichet au bon moment, c'est maintenant, c'est tout de suite. J'appelle Mathieu Ovanessian à me rejoindre, Céline Soulier, directrice de l'incubateur Belle de Mai, Stéphane Barbati qui est notre grand témoin qui va s'asseoir ici à ma gauche. Et prenez place. Daria Matignon pour la SAT, Stéphane Barbati, le micro, on va te le donner. Et enfin Chloé Gosse de la CISAM. Venez, prenez place. Rejoignez-moi. Stéphane, si tu veux bien. Bien, alors, puisqu'on est dans les acronymes, je vais commencer par donner la parole à Mathieu Ovanessian, qui nous vient de la région. Il va nous dire ce qu'il y fait. Mais il y a un dispositif que M. Gargani tout à l'heure a déjà spoilé, en quelque sorte, c'est le JDI. Alors, Mathieu, qu'est-ce que le JDI ? Donc, bonjour à tous, Mathieu Ovanessian, je suis chargé de mission Innovation et Europe au sein de la région, service recherche, enseignement supérieur, santé, innovation. Et qu'est-ce que JDI? Donc, c'est Jeunes Docteurs Innovants. Et donc, c'est un dispositif qui a été lancé en 2020 pour justement favoriser la création d'entreprises et la valorisation des travaux de recherche pour les jeunes docteurs. Donc en fait, si vous êtes un jeune docteur que vous avez soutenu depuis moins de 3 ans, vous avez la possibilité par la région d'être accompagné à hauteur de 75% sur votre salaire pendant 12 mois, soit pour créer une start-up innovante, soit pour réaliser une opération de transfert de technologie. Donc pas nécessairement sur vos travaux de recherche, ça peut être aussi le cas en valorisant des technologies dormantes au sein de vos laboratoires. Bien, donc c'est un dispositif qu'a lancé la région et qui adresse ces docteurs qui ont donc défendu leur thèse il y a moins de 3 ans. Exactement. Et à la clé, il y a un financement ? Exactement, donc on vient financer 75% du salaire, donc on est sur une enveloppe de 45 000 € chargée pour un postdoc, donc ça représente 33 750 € exactement pour 12 mois, donc c'est plutôt confortable et les 25% restants sont apportés par l'établissement qui emploie du coup le docteur en contrat postdoc. Bien, merci Mathieu. On l'aura compris, la région est aux côtés des chercheurs, des docteurs, mais aussi de toutes les structures d'accompagnement. Monsieur Gargani nous l'a bien expliqué tout à l'heure. Alors,
Voilà, on a notre vedette, elle est là, c'est Stéphane Barbati. Stéphane Barbati, enseignant-chercheur dans la chimie, l'environnement. J'ai été très surpris quand j'ai préparé la table ronde parce que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que fait Calizé. Alors Calizé, c'est né en 2014. Aujourd'hui, vous êtes 15 équivalents temps plein dans cette jolie boîte. Et l'origine, bizarrement, c'est un concours à Marseille-Provence 2013, capitale européenne de la culture, où tu soumets un projet sur une plateforme de contenu qui ont à voir avec la culture et les savoirs, c'est ça, hein, que tu remportes. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, c'est que, alors, il y a le parti recherche, mais quand on est enseignant-chercheur, il y a le côté enseignement. Donc, je suis personnellement, j'ai toujours été passionné par l'enseignement et la transmission de la connaissance. Et donc, l'origine du projet, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir créer une passion, de pouvoir transformer, concrétiser une passion. C'est ça que je voulais dire. C'est la diffusion de la connaissance. Donc, la vision d'origine, c'était l'utilisation de la vidéo. Donc, il y a 10 ans, avant les MOOC, avant tout ce qu'on peut constater maintenant. Donc, ce qui se passe, c'est une envie personnelle. Surtout, c'est cette passion qu'il faut absolument concrétiser. Donc, j'ai pas pu le faire à la fac parce que bon, c'est un environnement qui est plutôt chercheur, en plus en étant chercheur dans le domaine de la chimie. Et essayer de faire de l'innovation sur la pédagogie, c'est même à ce moment-là, ça fait déjà 10 ans, mais c'était pas très évident. Donc, j'ai choisi l'opportunité de Marseille-Provence 2013 pour vraiment me lancer. C'est un programme qui a été financé par la région à hauteur de 200 000 €. Et c'est ce qui m'a permis, déjà à l'origine, de dessiner le contour de la start-up qui a été Calizé à l'époque. Donc voilà, ça s'est concrétisé comme ça. Donc innovation pédagogique, on a entendu, enseignement à distance, du coup, un grand pivot en 2016, et c'est là que tu t'adresses à la SAT. Qu'est-ce qui se passe avec la SAT à ce moment-là ? La SAT, Société d'accélération de transfert technologique du Sud-Est. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est sur l'innovation. Donc c'est le projet 2014 où j'ai été accompagné par la SAT pour je pourrais dire, valoriser ce que j'avais créé dans le cadre du projet Marseille-Provence 2013. Et donc, à l'origine, c'était de l'indexation de contenu audiovisuel. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai intégré ensuite l'incubateur sur ce projet-là. Le pivot a été réalisé 2 ans après. 2 ans après. Voilà, parce qu'en fait, le constat, alors ça, j'insiste là-dessus, c'est quand on est chercheur, on trouve des solutions. Et quand on arrive sur un marché, la plupart du temps, on cherche les problèmes. Donc, il fallait changer le paradigme. Et le paradigme, c'était de comprendre que le problème de la diffusion de la connaissance, c'est... Mon micro. Et le micro qui a... Alors, ça tombe bien, le temps que le micro se remette en route. Ouais. Justement, par rapport à la SAT, Daria Matignon, qui représente ici la SAT, qu'est-ce que la SAT a vraiment proposé et a facilité la vie à Stéphane et à sa start-up ? Le rôle de la SAT Sud-Est, donc Société d'accélération de transfert de technologie, c'est d'abord détecter et formaliser l'API, donc la propriété intellectuelle. C'est le rôle de la SAT, c'est... donc le rôle des chercheurs, c'est justement faire la recherche, faire émerger de nouvelles connaissances. Le rôle de la SAT, c'est de les détecter, de les formaliser et de faire toute une batterie d'analyses, donc y compris les analyses de profitabilité, pour formaliser et déposer l'actif de propriété intellectuelle qui est ensuite transféré. Donc on s'occupe de transfert technologie, c'est-à-dire on formalise, on dépose le titre, ça peut être brevet, ça peut être les codes sources, etc., plusieurs formes. Et ensuite, nous, on met en place les contrats de sous-licence qui permettent aux entreprises, que ce soit l'entreprise existante ou l'entreprise qui est en train de se créer, d'exploiter ces technologies, en respectant le contrat. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut peut-être le souligner, que ce qui est développé par les chercheurs au sein des laboratoires, quand ils occupent leur poste de chercheur, les droits, ça appartient aux établissements. Donc c'est très important de comprendre ça, de formaliser et donc mettre en place ces contrats de licence qui font le cœur de métier de la SAT Sud-Est. Justement, c'est ça notre rôle dans l'histoire. Stéphane, tu confirmes, donc c'est à travers le contrat de licence que tu as pu donc valoriser le brevet et la propriété intellectuelle ? Exactement comme ça que ça s'est passé. C'est classique. Et je suis arrivé à l'époque... la création de la SAT. Donc j'étais un des premiers à pouvoir bénéficier de ce système. Quels ont été les principaux freins ou éventuellement ce qui a été le plus fluide pour bien illustrer à notre public dans la contractualisation avec la SAT, qui plus est, qui était au début de son histoire ?
Alors le frein, c'est quand on essuie les plâtres, c'est un petit peu long au début, surtout quand on est enseignant-chercheur. C'est le côté juridique, le côté propriété. C'est pas un domaine sur lequel on est prédisposé, où on a de la connaissance. Donc ça prend un peu de temps. C'est un petit peu, si je peux juste compléter, c'est un peu le point de bascule quand on change le rôle de chercheur, qui a été accompagné et travaillé au sein de laboratoire vers le côté entrepreneurial. Et c'est ça, c'est ça le pivot qui est important et qui se formalise un petit peu par passage de l'autre côté, enseignant le contrat en tant que client et l'entreprise qui va exploiter l'actif. Merci Daria pour cette parfaite transition parce que justement le chercheur va se transformer en entrepreneur. Alors comment cette posture il l'adopte? Eh bien l'étape d'après ça a été l'incubateur Belle de Mai. Donc j'ai ici à ma droite Céline Soulier qui est la directrice de l'incubateur Belle de Mai. Et concrètement Céline, alors comment il est arrivé à Belle de Mai? C'était presque naturel d'ailleurs qu'il y vienne parce que l'incubateur Belle de Mai, tu vas nous dire exactement comment il est positionné? Alors l'incubateur Belle de Mai, déjà historiquement, dès sa création, était positionné sur tout ce qu'on appelle aujourd'hui les EdTech. Donc évidemment, c'était tout à fait naturel, mais on est plus largement positionné sur tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. On est le seul incubateur Allègre à être spécialisé sur ça et également accompagné au local et au national. Mais du coup, c'était effectivement naturel que Stéphane, au vu de son sujet, qui est allié à la fois image, audiovisuel et pédagogie, viennent nous rencontrer. Et votre accompagnement lui a permis justement de sentir, parce qu'il nous dit, quand il est chercheur, il trouve des solutions, et puis quand il devient entrepreneur, il doit adresser des problèmes. Comment vous l'avez aidé là-dessus à bien adresser son marché? Alors justement, nous, l'objectif de l'accompagnement quand un projet intègre l'incubateur, c'est de le confronter à son marché, de lui dire d'aller poser les questions, d'aller chercher les potentiels clients, créer les premières preuves de concept, le premier MVP, minimum viable product, pour essayer de faire du chiffre d'affaires et surtout, on en a parlé un petit peu avant, vulgariser son projet, réussir à le vendre pas uniquement à des clients mais aussi à des potentiels investisseurs. Donc c'est vraiment sur ces sujets-là où on va venir le confronter face à ses propres convictions pour peut-être casser certaines choses et les faire avancer, ce qui peut amener à des pivots. Bon, apparemment, cet accompagnement, il a plutôt bien marché, n'est-ce pas? Parce que là, on vient d'évoquer les POC, donc on est toujours sur les acronymes, les preuves de concept, les MVP, Minimum Viable Product. Tu t'es frotté au marché grâce à cet accompagnement. Donc, dis-nous un peu comment ça s'est passé, ce marché qui ne t'attendait pas forcément. Céline l'a parfaitement résumé. Quand on crée une société, la réalité, c'est se confronter au marché. Il y a une célèbre vidéo sur un boxeur, deux boxeurs. Je vous invite à regarder Boxer Startup et vous allez trouver l'attitude qu'on a quand on a une idée, on imagine qu'elle est absolument géniale et qu'on va révolutionner le monde, ce qui est tout à fait, je dirais presque normal. Et quand on arrive sur le marché, on se prend en gros une grande baffe. Le marché, c'est la réalité. En fait, c'est le seul moment où on va valider son idée. Et la valider, c'est pas valider, ça veut dire toucher un premier chèque. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà, donc, un chèque client, du coup. Un chèque client, bien sûr. Oui, alors il y a l'accompagnement qui est fait pour ça, qui permet d'avoir cette transition, de pouvoir se mettre en place, de se mettre en disposition d'accéder au marché. Donc là, il y a une période un petit peu comme ça où les financements publics nous aident, et ils sont absolument précieux pour ça. Et ensuite, quand on arrive sur le marché et le premier client fait un chèque, là, c'est une grande victoire. Eh bien oui, c'est une grande victoire et le meilleur financement, c'est quand même celui de vos clients, rappelons-le. Alors, après l'incubation Belle de Mai, j'ai la chance de t'accueillir à l'accélérateur M. Donc j'ai oublié peut-être de le mentionner en introduction, je suis le directeur de l'accélérateur M, jeune structure qui existe depuis 3 ans et qui est logée à la CISAM, on y reviendra, la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-Marseille. Et tu essuies là aussi un peu les plâtres, tu es un habitué d'essuyer les plâtres parce que tu as fait partie de la 2e promotion, on n'était pas encore très au point. Pourrais-tu nous dire ce que tu as retiré de l'accompagnement qu'on t'a proposé pendant 4 mois? Alors sur l'accompagnement, comme celui avec Céline pour l'incubateur, la motivation première, c'est de rencontrer d'autres entrepreneurs. Il y a de la formation, de l'accompagnement bien sûr, mais ça, l'accompagnement ou la connaissance, cette connaissance-là, elle est accessible de partout. La valeur ajoutée, la plus-value, c'est de rencontrer des personnes qui ont une expérience déjà dans l'entrepreneuriat, de rencontrer d'autres entrepreneurs, parce que un des moments les plus difficiles quand on crée, c'est ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneuriat. Quand on prend des décisions, on est seul.
Donc de pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs, je dis bien d'autres entrepreneurs, je ne parle pas forcément de conseillers ou de consultants, parce que l'entrepreneuriat c'est montagne russe, donc un coup ça va bien, un coup ça va pas bien, et quand ça va pas bien il faut pouvoir discuter avec d'autres entrepreneurs, échanger, de voir qu'on est des fois dans la même galère, et c'est surtout dans les galères où il faut se serrer les coudes, parce que c'est vrai que c'est pas facile, mais l'enjeu en vaut la chandelle. Alors, je saisis la perche que tu me tends là pour quelques précisions concernant l'accompagnement de l'accélérateur M. Justement, on place l'humain au centre de l'accompagnement et on déploie donc sur 3 thématiques que je vais vite citer, l'économie bleue, l'économie verte et les industries culturelles et créatives, thématiques sur lesquelles Qualisé était positionné évidemment. Et la particularité de l'accompagnement qu'on propose, c'est qu'il repose sur 3 types d'accompagnants. Donc ce ne sont pas forcément des consultants, comme tu dis. Il y a les coachs qui sont au centre de l'accompagnement et qui vont essayer justement de bien comprendre les hauts et les bas que vit l'entrepreneur dans sa trajectoire. Il y a aussi des experts qui viennent outiller, bien sûr, l'entrepreneur ou son équipe, évidemment. Et puis il y a des mentors qui viennent partager l'expérience et le réseau. Voilà, c'est en gros ce qu'on propose. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié entre le coaching, l'expertise et le mentoring? C'est l'ensemble, c'est les rencontres, tu l'as dit de toute façon, c'est l'humain. Et il faut mettre l'humain, créer, ce sont des hommes et des femmes au départ. Et je pense que c'est la valeur essentielle de toute entreprise, c'est ces ressources humaines. Absolument, l'humain est au centre de toutes ces aventures entrepreneuriales. Alors, on a Chloé Gosse qui est chargée de communication à la CISAM. Elle va nous dire un mot sur la CISAM, parce que la CISAM, bâtiment totem, qui a là aussi été souligné par Madame Digna-Georges en introduction. Chloé, pourrais-tu nous dire ce qu'on y trouve à la CISAM et puis les perspectives? Oui, merci Franck. La CISAM, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est la Cité de l'innovation et des savoirs d'Aix-Marseille. Elle a été créée en 2018 à l'initiative d'Éric Barton, le président actuel de Aix-Marseille Université. Et elle réunit 4 acteurs majeurs du territoire d'Aix-Marseille, qui sont Aix-Marseille Université, la métropole Aix-Marseille-Provence avec l'accélérateur M, le groupe CMA-CGM avec l'incubateur et accélérateur The Box, et le groupe L'Occitane avec l'incubateur et fonds d'investissement Obratory. L'idée en fait est partie d'un constat qu'il existe une multitude d'acteurs au sein de l'écosystème de l'innovation qui peut rendre difficile la lisibilité des missions de chacun. Et la CISAM permet donc de clarifier tout ça et de réunir au sein d'un lieu totem tous les acteurs majeurs de l'écosystème de l'innovation. Le but est de développer à la fois la culture scientifique et l'innovation sur les territoires d'Aix-Marseille en réunissant toutes les ressources permettant la créativité entrepreneuriale. La CISAM, en fait, du coup, elle ne se substitue pas aux acteurs déjà existants, mais elle a plus un rôle de facilitateur, catalyseur, qui permet en fait de faire gagner du temps à tous en centralisant toutes les demandes et en les redirigeant vers le bon interlocuteur en fonction de la problématique donnée. Le rassemblement en fait de tous ces acteurs issus de l'écosystème de la recherche publique a démontré depuis 4 ans son efficience et aujourd'hui ça se répercute au sein des campus d'AMU avec le déploiement de CISAM+. Oui, CISAM+, vous en avez déjà entendu parler, vous en entendrez encore parler dans les mois et les années à venir, puisque la CISAM va faire des bébés un peu partout sur le territoire. Merci Chloé. Alors, on arrive quasiment au terme de ce premier plateau. En guise de clin d'œil et de conclusion en même temps, Stéphane, donc, est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui avoir, j'allais dire, joui et profiter pleinement du rôle des acteurs qui sont présents sur le territoire et autour de cette table ronde? Je dirais oui, absolument. Je pense que sans ces accompagnements, je ne peux pas dire que j'aurais pas réussi, ça aurait été forcément différent, mais l'accompagnement est quand même assez essentiel. Ça nous aide à grandir et puis nous aide aussi beaucoup, puisque ces structures sourcent déjà des compétences, donc ils nous aident à aller beaucoup plus vite. Voilà. Et ce qui est venant du monde académique, parce qu'un enseignant-chercheur à la base, c'est vraiment le monde
l'entrepreneuriat, c'est le monde qui est complètement à l'opposé. Donc il est quand même assez essentiel d'avoir des structures qui permettent de faire le lien et la bascule, je dirais. Un dernier clin d'œil sur Vegas. Tu reviens de Vegas, donc c'était ton premier Vegas, je crois. Donc le CES, tout le monde connaît aujourd'hui le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Qu'est-ce que tu en tires de cette expérience, puisque c'est aussi les structures qui t'ont amené à y participer, et notamment la métropole Aix-Marseille-Provence, ici présente. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience de Vegas? Alors, il y a deux volets. Il y a le volet business, Vegas, tel que l'on connaît pour le business. Donc, le CES, Consumer Electronic Show, on est en plein dedans. Donc, ça, c'est le volet rencontre de professionnels, de distributeurs. Donc, super intéressant. Donc, c'est l'objectif numéro 1. Et puis après, j'invite aussi sur le deuxième volet à lire un article que j'ai écrit sur LinkedIn. Sur Vegas, parce que c'est le monde, c'est un monde, enfin, il faut savoir que Vegas, c'est une ville qui a été construite dans le désert. Donc juste, je me pose des questions sur l'intérêt par rapport aux enjeux environnementaux. Écologiques. Voilà, donc en plein hiver, on chauffe les rues là-bas, donc voilà. Voilà, on représente les startups et l'avenir. Voilà, je me pose la question quand même sur l'efficience de représenter des startups dans un tel environnement, mais ça reste Vegas, donc globalement, tout est grandiose, y compris pour le business. Alors, une petite annonce pour terminer. Je crois que tu recrutes un développeur, c'est ça? Oui. Alors, avis aux amateurs, hein, si dans la salle et même à distance, Calizé recrute, voilà, des talents. Je vous remercie à toutes et tous. Je vais vous demander de regagner vos places dans le public et nous allons passer au deuxième plateau de cette table ronde. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Franck. Alors, notre deuxième grand témoin, c'est Jean-Baptiste Josso, que j'ai aperçu tout à l'heure. Donc, je lui demande de me rejoindre ici sur la gauche en récupérant le micro au passage. J'appelle Marie Brzezinski aussi à nous rejoindre. Maxime Defous ou Georges Khalil. Je ne sais pas lequel des deux est là. Voilà. Laurent Meyer. Pauline Solignac. Et je crois qu'on va être au complet. Voilà, on est au complet. Oui, tu as un micro? Ah, alors, allez, les micros, récupérez vos micros, sinon ça va être plus compliqué, surtout pour nos amis qui nous suivent à distance. Comment ça va, Jean-Baptiste? Tu as un micro aussi? Allez, le temps que tu récupères ton micro, on va commencer et... une fois n'est pas coutume, on l'a déjà fait sur le plateau précédent. Donc avant d'interpeller, on va dire, notre grand témoin, Jean-Baptiste Josso, je vais passer la parole à Marie Brzezinski, que vous avez déjà vue sur le super atelier créatif qui nous a précédé et qui représente Pépite. Elle en est la coordinatrice. Elle va nous parler de Pépite, ce qu'ils font. Et on l'aura compris tout à l'heure, elle a un peu spoilé. Hein, elle nous a dit qu'ils avaient... 91 nouveaux étudiants entrepreneurs, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Marie, la parole est à toi. Eh bien, rebonjour à tous. Donc, effectivement, coordinatrice de Pépite Provence. Pépite Provence, comme son nom ne l'indique pas, c'est le pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. Donc, on a deux, on va dire, grandes missions. La première, c'est de révéler l'entrepreneur qui sommeille dans chacun de nos étudiants à l'université et aux établissements partenaires. Et la deuxième, c'est d'accompagner les étudiants qui souhaitent se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat, sécuriser le parcours et les faire monter en maturité avant qu'ils mettent un vrai pied dans ce bel écosystème qu'on vous présente sur cette table ronde. Donc sur la partie révélation d'entrepreneurs, on a une programmation d'événements qui permet aux étudiants de se confronter au monde de l'entrepreneuriat, de rencontrer des acteurs de l'écosystème, des entrepreneurs, de s'inspirer et de pratiquer. Donc l'événement phare qu'on organise depuis 2014 sont les 36 heures chrono de la création d'entreprise, hébergées depuis quelques années au Conseil régional. 36 heures pour faire quoi? Pour passer de l'idée au projet, sans dormir, en équipe mixte et pluridisciplinaire. On a d'autres événements, je regarde, c'est bon, timing, ok. On a d'autres événements aussi, et plus particulièrement, depuis l'année dernière, on développe un programme spécifique pour les doctorants, avec une approche plus spécifique de ce public. On organise des webinaires où on fait intervenir des structures d'accompagnement aux côtés de doctorants et de chercheurs qui ont créé leur entreprise.
On a lancé au mois de décembre, on en est très fiers, un dispositif qui s'appelle What's Up Doc. C'est 3 jours pour découvrir l'entrepreneuriat en partant sur la base de brevets dormants et de transformer ces brevets-là en potentiel économique à travers une entreprise. Et on accompagne aussi plus spécifiquement ce type de public, notamment à travers une UE de sensibilisation. Donc ça, c'est pour le côté vraiment révélation de l'entrepreneur qui sommeille en vous et surtout faciliter le passage à l'acte. Ça peut être pendant ses études, mais ça peut être dans 10 ans. Et ce qu'on apporte, c'est de franchir et de dépasser cette peur qu'on peut avoir, parfois irrationnelle, de se lancer. Le deuxième volet, c'est vraiment l'accompagnement, je disais, sur les premiers pas du parcours entrepreneurial, parce que quand on est étudiant, quand on est doctorant, quand on est entrepreneur tout court, on a cet écosystème foisonnant, mais parfois c'est un peu compliqué de mettre un pied dedans ou de comprendre qui fait quoi. Donc on joue un peu les traducteurs, les connecteurs, on fait ça avec 2 moyens. Le premier, c'est un rendez-vous classique de conseil où on va faire un point où vous en êtes, vous conseiller, vous réorienter. Et le deuxième, c'est le statut national de l'étudiant entrepreneur qui va permettre à l'étudiant, que ce soit du bac juste au doctorat, à entreprendre en parallèle de ses études, à préparer le projet, à monter en maturité. Et pour faire ça, on fait intervenir toute cette structure d'accompagnement dans notre dispositif. Pour faire la transition, il y a quelqu'un qui aurait voulu à l'époque, quand il a entrepris, passer par Pépite, c'est Jean-Baptiste Josso, mais il était déjà visionnaire puisque le statut n'existait pas à cette époque. Mais Jean-Baptiste, c'est un vrai partenaire de Pépite puisqu'il intervient à plusieurs niveaux. Parrain des 36 heures chrono, brigade de nuit, des experts des 36 heures chrono pour conseiller les étudiants, mais aussi participant au comité de sélection de nos étudiants entrepreneurs, puisqu'il y a une petite étape de validation, et surtout tuteur, accompagnateur des étudiants entrepreneurs pour justement les aider dans ce cheminement, les ramener à la réalité aussi, puisque c'est un de nos enjeux, et je suis ravie de te passer la parole pour que tu en racontes ton histoire. Alors oui, merci. On va passer tout de suite la parole à Jean-Baptiste qui trépigne d'impatience de nous partager son expérience. Je dois dire quand même une chose, c'est que tuteur, elle a insisté, Marie, elle a bien raison. Le statut n'est pas une fin en soi, c'est surtout l'accompagnement qui est prodigué pendant une durée quand même assez longue et intéressante, qui vous amène à créer la boîte. Donc le statut n'étant pas quand même le seul et ultime objectif. Alors, Jean-Baptiste, dans nos échanges pour préparer ce moment, moi je t'ai dit, hein, tu es l'entrepreneur-chercheur atypique. Tu fais une rencontre en 2016 qui va changer l'orientation de tes activités. C'est une rencontre avec le professeur Juan Giovanna, qui est quand même le directeur du premier labo sur le pancréas en France et en Navarre. Raconte-nous cette rencontre magique. Oui, c'est vrai qu'au début, c'est une rencontre avec un chercheur où on accroche humainement, où j'accroche peut-être sur la cause plus que sur la technologie, parce que je n'ai pas la formation au début. Et je découvre qu'il y a à Marseille, au CRCM, dont les co-tutelles sont Aix-Marseille Université, l'INSERM, le CNRS et l'IPC, une équipe de 60 chercheurs, 22 nationalités, qui est la plus grande équipe de recherche au monde sur le cancer du pancréas. Et en discutant, on découvre un terrain, au début j'y vais sur le terrain caritatif, mais on découvre un terrain business ensemble. Et là, ça nous pose plusieurs enjeux. Celui dont on parle aujourd'hui, qui est de transformer toutes les idées, toutes les recherches qui sont dans ce labo en société. Et on a identifié 2 idées qui sont devenues des projets qui sont devenus des startups, dont Predicting Med. Et aussi un enjeu pour moi qui est de me mettre au niveau de cette opportunité, de ces projets, de passer de l'entrepreneuriat. Et c'est intéressant d'accompagner des étudiants parce qu'on progresse aussi à avoir beaucoup de projets. Et voilà, l'enjeu, c'est de s'appuyer sur l'écosystème. Et c'est là que j'ai eu besoin de toutes les personnes qui sont autour de la table. Au début, donc, cette technologie, il fallait la formaliser et la récupérer. C'est quelque chose, donc, comme Juan Giovanna est un directeur de recherche de classe exceptionnelle de l'INSERM, qui s'est fait selon les projets avec la SAT ou avec l'INSERM Transfert. Pauline en parlera beaucoup mieux que moi et on a pu échanger, c'était il y a déjà quelques années, ensemble à ce sujet. Mais voilà, on identifie la technologie, on adhère avec le chercheur, mais ce chercheur, il a été financé pendant des années pour faire ses recherches par son institution. Donc, pour le transfert de technologie, on passe par une société de transfert comme la SAD. J'ai travaillé avec Daria qui intervenait précédemment, ou l'INSERM Transfert. Alors, la transition est toute choisie. Pauline, c'est à toi. Qu'est-ce qu'INSERM Transfert a pu proposer à Jean-Baptiste ?
Alors, Inserm Transfer, pour rappel, c'est la filiale de valorisation de l'Inserm. C'est une filiale privée dont l'Inserm est le seul actionnaire. On a plusieurs activités, enfin, on a 2 grands types d'activités. On a une activité de recherche de fonds collaboratifs et on a une activité de transfert de technologie au sens large. Donc, on a des collaborateurs qui sont des scientifiques avec beaucoup d'expérience, qui vont aller détecter l'innovation dans les laboratoires. Et c'est eux qui ont été les premiers à discuter avec Juan. On a des ingénieurs brevets qui déposent les brevets, comme l'expliquait tout à l'heure Daria. Et puis, on a tout un panel de modes de transfert de technologie, dont l'accompagnement à l'entrepreneuriat. La licence vers l'industrie pharmaceutique et vers les startups. Et donc depuis 2017, on s'était rencontrés un peu au début de la mise en place de ce programme. On a ce qu'on appelle un parcours pré-entrepreneurial, dont l'objectif c'est d'accompagner les chercheurs et l'équipe qui gravite autour, donc le porteur de projet et d'autres personnes quand il y a une équipe plus grande, dès l'idée de créer, en fait, très très tôt, il y a du bruit, c'est difficile. Il y a un brouhaha, mais on t'entend, et surtout à distance, dès l'envie de créer jusqu'à la première levée de fonds, donc tout le long du projet de création d'entreprise, avec pour objectif d'accompagner le chercheur pour faire de lui ce qu'on appelle un fondateur éclairé, donc qu'il soit en capacité de s'entourer des bonnes personnes, de discuter les aspects business, d'aller voir des investisseurs avec le porteur de projet, etc. Et comme pour deuxième objectif, de transformer une innovation, un brevet, un projet de recherche en projet d'entreprise. Donc d'aller plus loin que j'ai un produit, je veux l'emmener en clinique, mais de construire vraiment tout le projet d'entreprise autour pour faire en sorte que si création il y a, il se fasse sur des bases les plus solides possibles et avec le plus de chances d'atteindre le marché et donc le patient. Pour cela, on a toutes les expertises d'Inserm Transfer qui sont au service du projet, mais aussi on s'adosse d'experts externes de notre réseau, qui sont des investisseurs, des serial entrepreneurs, etc., d'autres tech transferts si besoin, des incubateurs. Et puis on travaille en collaboration avec les écosystèmes locaux, parce qu'on est persuadé de la force du collectif. Donc voilà, c'est aussi pour ça que le projet a été accompagné aussi par la SAT, qu'il a ensuite passé dans l'écosystème local marseillais. C'est ce que me disait Jean-Baptiste quand on a préparé. Donc c'est bien un travail conjoint entre l'Inserm Transfer, qui vient d'être décrit avec précision par Pauline, et la SAT aussi. Daria nous en a parlé tout à l'heure, que tu as posé les fondements de la société. Enfin, des sociétés, parce qu'il n'y a pas que Predicting Med, il y en a aussi une autre. Complètement, il y a un brevet, puis il faut organiser son transfert de technologie. Donc il y a des règles selon le brevet, les conditions, quel organisme va discuter avec nous, d'accord en amont entre les organismes. Et il y a une aide qui vient de ces organismes aussi, quand on nous donne la technologie, pour être sûr qu'on va bien s'en servir. L'idée, c'est pas de prendre une technologie et puis de la tuer ou d'avoir l'exclusivité et de ne pas travailler avec. C'est vraiment de prendre une technologie et autour de ça, de créer un business, et l'accompagnement, il commence dès cette étape-là avec l'Inserm Transfer ou la SAP. Et l'étape d'après, naturellement, je vais aller me frotter au marché, et là, tu intègres Impulse. Exactement, j'intègre l'incubateur Impulse et j'ai la chance de rencontrer Georges et Maxime Defou. J'ai passé plusieurs heures dans son bureau où là, j'ai été initié au métier, vraiment à comprendre les enjeux qui allaient être les miens sur cette aventure. Georges, c'est quelqu'un que j'appelle, la dernière fois c'était hier, très régulièrement parce que j'ai beaucoup besoin de lui sur des conseils, des validations aussi. Il en parlera mieux que moi, mais l'intérêt du chargé d'affaires, c'est quelqu'un qui est dans le projet, qui est impliqué, mais qu'il n'y a pas d'intérêt, qui a un regard objectif, qui a un pas de recul et qui a de l'expérience. Et au début, nous, on n'avait pas d'expérience, on n'avait pas de recul. Donc voilà, tout ce que nous a apporté Georges, et je pense qu'on a un peu plus d'expérience, mais le recul peut-être pas, peut-être encore moins. Donc voilà, ça nous donne une deuxième vision et ça aide. On en parle aujourd'hui, je suis cofondateur d'une recherche sur la légitimité, à construire sa légitimité à l'intérieur et à l'extérieur pour être un entrepreneur dans le domaine des biotech et pouvoir apporter ce qu'on a pu développer ailleurs sur ce domaine particulier. Et voilà, Impulse, c'est, Georges en parle mieux que moi, mais une aide avec un programme d'accompagnement financier et en conseil. On va lui donner la parole. Tu allais nous spoiler la conclusion avec la légitimité, hein, Jean-Baptiste. Georges,
Il nous a dit les enjeux, alors l'objectivité aussi, parce qu'il n'y a pas un intérêt personnel. Et ça, c'est quand même un engagement fort de la structure, mais aussi du chargé d'affaires. Que proposes-tu exactement et quels sont les verrous que tu as fait sauter? Alors, bonjour à tous. Merci pour la parole, Franck, et merci Jean-Baptiste pour ces mots très gentils. Alors, à l'incubateur Impulse, on intervient au milieu de tout cet écosystème pour accompagner et financer des jeunes entreprises innovantes, des projets de jeunes entreprises innovantes, ou même des entreprises si elles ont moins d'un an et qui ne font pas de chiffre d'affaires. Et alors, l'idée, c'est simplement, vous êtes personnel de recherche sous toutes ses formes, étudiant, ou vous voulez être entrepreneur dans n'importe quel domaine. Eh ben, vous venez nous voir, vous avez tissé des premiers liens, vous avez une idée, et nous, on va étudier la faisabilité de votre projet avec le reste des partenaires, et on va commencer à construire et à vous conseiller sur des éléments vraiment structurants et primordiaux lorsque on souhaite mettre en place un projet de création d'entreprise solide. Voilà. Donc à l'Accumulateur Impulse, on a des chargés d'affaires qui sont spécialisés dans ce domaine. Donc on est scientifique à la base. J'ai un doctorat, mes collègues ont des doctorats également. Mais on a également des formations en business. Et on est capable de faire ce lien entre ce que le chercheur sait, ce qu'il veut potentiellement vendre dans son projet de création d'entreprise, et le business qui est une réalité, c'est-à-dire le marché, la finance, la compta, la fiscalité, plein de paramètres qu'il faut prendre en compte parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que l'excellence scientifique, même si c'est important. Si on prend l'exemple de Predictive ou de Panca Therapeutics, il est évident que ce que réalise Juan Giovanna dans ce laboratoire est exceptionnel. Mais il faut formaliser ça parce que des fonds d'investissement, parce que des banques, oui, vous pouvez avoir l'Europe, c'est très bien d'avoir une excellence scientifique, mais il faut aussi avoir une implémentation et un impact qui vous permettent d'avoir accès à des financements et donc avoir un discours, avoir un discours différent que purement chercheur. Voilà. Et alors, à l'incubateur Impulse, si vous souhaitez envisager une incubation, faut répondre à un critère principal qui est d'avoir cette connexion, donc ce lien, être issu de la recherche publique. Voilà. Donc via un laboratoire support, un chercheur, un transfert de technologie via un savoir-faire ou un brevet. Et donc, une fois que vous répondez à ce critère, vous avez accès pendant 2 ans à une incubation avec un chargé d'affaires qui est à votre disposition pour vous aider dans la vie de tous les jours, et également une enveloppe remboursable au risque d'un montant de 40 000 euros. Maximum, exactement, ouais. Et alors, il faut noter que, sans prendre en compte ce critère, si vous êtes lauréat du concours Pépite, si vous êtes lauréat du concours ILAB, ou si tout simplement vous êtes considéré Deep Tech par la Banque publique d'investissement, je ne rentre pas dans les détails, et vous êtes automatiquement éligible à une entrée en incubation. Voilà, c'est important de le savoir. C'est important de le savoir. Surtout qu'on est dans le Deep Tech Tour de BPI, donc c'est très important de le dire. Il faut aussi peut-être souligner que vous dialoguez avec les autres structures. C'est-à-dire que quand l'INSERM ou la SAT reçoit Jean-Baptiste avec son projet, vous êtes déjà au courant. À un moment donné, vous avez déjà l'info. Oui ou non? Exactement. On se connaît tous, que ce soit à l'INSERM Transfer, que ce soit avec la SAT, que ce soit avec Marie, que ce soit avec Laurent. On a un écosystème, ça se passe comme ça dans les toutes régions, mais local. On communique tous ensemble, et avec l'accélérateur M également, avec la CISAM, pour pouvoir être le plus facilitateur possible, pour qu'il y ait le moins d'embûches possible, même s'il y en aura toujours, et pour vraiment que l'entrepreneur, le chercheur, soit constamment guidé sur le moindre aspect. Un bout incubateur, un bout la tutelle, un bout l'accélérateur, un bout pépite, pour vraiment que déjà c'est compliqué
d'être entrepreneur. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Si c'est pour perdre du temps à aller chercher la bonne personne à voir, on perd du temps qui est précieux lorsqu'on démarre un projet de création d'entreprise. Voilà. On optimise leur temps et on joue notre rôle de table d'orientation, de garde d'aiguillage, on appellera ça comme on voudra. Les financements, tu l'as évoqué, mais ça ne fait pas l'objet de cette table ronde. Il y a une table ronde dédiée au financement cet après-midi que je vous invite à suivre. Alors, après tout ça, il faut se poser quelque part quand même. Il faut se poser quelque part et bon, vous avez entendu mon accent. Moi, j'avais très envie de rester à Marseille. Mathieu montrait tout à l'heure que le Sud est dynamique en termes d'innovation. Donc, et l'écosystème a identifié une problématique, c'est l'offre foncière. Nous, on produit pour l'instant un test de diagnostic sur le cancer du pancréas qui demande d'avoir besoin de paillasse, d'un laboratoire, qui demande d'avoir besoin d'un laboratoire aussi de bioinformatique, donc qui va ressembler à des bureaux, des lieux fermés. Et puis, le labo, d'où vient le brevet, il est à Lumini. Et là, j'ai fait une rencontre fantastique qui a résolu beaucoup de problèmes. C'est un jour celle de Laurent qui nous fait visiter un lieu où, face à face, il y avait un bureau et des paillasses, donc tout pour pouvoir mener notre projet à bien, mener toutes les étapes du projet au même endroit. On a déjà recruté un premier salarié qui travaillait avant à Lumini, donc j'ai pu lui dire, voilà, tu viens chez nous, tu ne changeras pas de place de parking. C'est un argument aussi d'attractivité quand on veut recruter quelqu'un qui a un talent, là c'était un ingénieur de recherche qui avait un savoir-faire particulier, lui parler de Lumini, qui est un lieu qu'il connaît déjà, ça compte. Et puis ça permet de rentrer dans l'écosystème local, et Laurent dira tout ça mieux que moi, mais voilà, nous, l'idée aujourd'hui, c'est de développer un test du cancer du pancréas pour demain, essayer de développer un champion local de la médecine prédictive, des thérapies ciblées, de la médecine personnalisée. Donc, tout de suite, on est aussi à côté d'autres entreprises, il y a une émulation, il y a d'autres entrepreneurs, il y a un service avec Marielle de mise en avant de ce qu'on fait, de rencontres entre nous, et là aussi, voilà, pour grandir, pour prendre sa place dans l'écosystème, c'est bien d'être à the place to be, comme dit souvent notre ami Didier Parakian, la pépinière. The place to be, c'est Grand Lumini, justement. Et Laurent Meyer va nous expliquer ce qu'il propose. Bonjour à tous. Grand Lumini est donc la pépinière d'entreprises innovantes en biotechnologie du campus de Lumini. Donc c'est vrai qu'on est au cœur de cet écosystème et ça c'est assez extraordinaire. Quel est notre métier? Nous, c'est de proposer un environnement aux startups une fois qu'elles se sont créées. On est vraiment post-création. Une fois que l'entreprise est créée, il lui faut des locaux. Et ça, c'est pas facile, surtout dans les biotech santé, parce qu'elles ont besoin en effet de locaux particuliers qui sont des laboratoires, des paillasses, des hôtes, etc., des choses qui n'existent pas forcément, ou du moins qui sont très coûteuses à mettre en œuvre. Et donc nous, on est là pour les héberger, les accompagner sur leur première année de démarrage. Alors pour une biotech, les premières années, ça peut aller de 4 ans à 10 ans, hein, en fonction du secteur d'activité dans lequel elle travaille. Et nous l'hébergeons à des coûts modérés, avec des contrats souples, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter aussi à une start-up qui grossit, parce que souvent les personnes arrivent au départ avec 3 personnes, 4 personnes, et puis derrière, le projet se déroule, on embauche des responsables de R&D, on embauche par la suite des fonctions support, donc on va demander un labo supplémentaire, un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux supplémentaires. Nous, par exemple, dans notre pépinière, on a une quinzaine d'entreprises, la plus petite a 3 salariés, la plus grosse en a 25. Donc il faut, et celle qui en a 25 en avait 5 il y a 4 ans. Donc il faut s'adapter, être agile, et en même temps lui permettre de changer de locaux rapidement, avec des contrats qui ne sont pas trop contraignants. Et ça, c'est le premier environnement que l'on met en place. Ensuite, on essaye aussi que l'équipe entrepreneuriale se concentre sur son cœur de métier, et nous on produit des plateformes techniques à côté. Alors il y a la plateforme administrative très classique qui va être la salle de réunion, le copieur, la gestion du courrier, des colis, etc. Mais déjà ça vous fait gagner du temps. Mais comme on est spécialisé en biotechnologie, on crée des plateformes techniques autour qui sont la base du métier. On va faire par exemple de la stérilisation de matériel de laboratoire, on va faire de la laverie de vaisselle de laboratoire, on va produire du grand froid, on va produire de l'eau ultra pure par exemple, qui sont mises à disposition des entreprises. On va gérer leurs déchets, on va venir les collecter dans leur labo, on va les faire aller dans la filière et on va agir comme ça à leur place.
Et ça va leur permettre de se concentrer sur leur projet. Nous, on assure tout ce qu'il y a autour. Et en même temps, comme le disait Jean-Baptiste, il y a 15 entreprises, donc 15 équipes entrepreneuriales, 15 entrepreneurs. On peut avoir de l'échange. On fait une animation aussi au cœur de notre pépinière qui permet ces échanges et qui a de l'intérêt. Merci Laurent. Oui, alors on l'a compris, Grand Lumini, c'est quand même une pépinière spécialisée dans la biotech qui propose ses services très spécifiques, efficaces, souples et flexibles. Il y en a d'autres de pépinières sur le territoire. Hein. Je pense à nos amis de Marseille Innovation qui ont 4 implantations sur le territoire. Je pense aussi à nos amis de l'Arbois hein, qui sont sur les clean tech, les green tech. Donc voilà, sachez que toutes les thématiques sont couvertes avec parfois des spécialités pointues comme celle de Laurent. Jean-Baptiste, on arrive quasiment au terme. Je crois qu'on est à peu près dans les temps. On voulait faire un petit clin d'œil en guise de conclusion à un projet aussi que tu accompagnes depuis le début, puisque tu es cofondateur de la chaire Légitimité entrepreneuriale. Alors, il y aura, après la pause, il y aura là aussi une table ronde animée par la chaire et par Amandine Moss. Mais dis-nous un peu pourquoi la chaire Légitimité, pourquoi tu t'es investi dans ce projet ? Au départ, moi, je suis entrepreneur du territoire. J'avais une idée, c'était de racheter des vieilles marques pour les relancer, parce que je pensais au patrimoine immatériel de notre territoire. Et puis, je pensais que c'était de la résilience de marque. Et en discutant avec une chercheuse, cette fois-ci pas un chercheur dans un labo de sciences dures, mais dans un labo de sciences humaines, Bénédicte Aldebert, donc chercheuse en économie et en sciences de gestion, je découvre qu'en fait, c'est un sujet de recherche de l'économie qui s'appelle la légitimité entrepreneuriale. Et je pense que c'est vraiment une clé. Et le but de l'écosystème, au sein de nos discussions, moi, je vois que pour créer des startups, il faut créer des entrepreneurs. Et on a tout un système qui veut créer des entrepreneurs, depuis Pépite à l'accompagnement, au conseil de Georges, aux moyens mis à disposition par Laurent, dès le début avec ce que font la SAT, INSERM Transfert, c'est donner du pouvoir, légitimer un entrepreneur pour prendre une technologie des chercheurs qui sont au top niveau. Et vraiment, pour commencer à m'intéresser depuis quelques années à ce sujet, on a un niveau de recherche sur le territoire qui est impressionnant, mais il faut un niveau de business qui suive. Donc voilà, l'enjeu, c'est de fabriquer les businessmen qui vont transformer ces recherches dans des labos en start-up florissantes. Je pense que c'est plus facile de créer des entrepreneurs adaptés à la biotech que de transformer des chercheurs en entrepreneurs. Du coup, cet enjeu, il est primordial pour moi. Je le vis à la première personne et c'est une aventure géniale, mais ça me permet aussi des fois de prendre du recul, ce que Georges fait beaucoup pour moi, avec la chaire et de l'analyser pour voir qu'il y a des méthodes, qu'il y a des lieux et des conditions qui font que ça devient plus facile de devenir légitime. Et Lumini, la recherche marseillaise font partie des critères légitimants, moi, sur lesquels j'espère faire une carrière dans les biotech, à reprendre des projets, parce que je crois en ce territoire et voilà, à l'écosystème créateur d'entrepreneurs légitimes. Alors vous comprenez bien, et mieux peut-être pourquoi je l'ai qualifié d'entrepreneur-chercheur atypique, parce qu'il marie, il conjugue les sciences dures, les biotech, avec les sciences molles, qu'on appelle les SHS, les sciences humaines et sociales. Et la chaire Légitimité en est une belle illustration. Je dois me dire que même l'accélérateur M, au titre en tout cas du mandat que j'assume, à savoir la direction, nous travaillons avec cette chaire et nous travaillons justement à mieux comprendre comment, sur le chemin de l'entrepreneuriat, la légitimité est très importante à mettre en œuvre. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette table ronde et du deuxième plateau. Donc en termes de conclusion, je vous dirais simplement que avec tous les acronymes que vous avez pu entendre, j'espère qu'on vous a quand même apporté quelques éclairages et que les labos, les plateformes techno, les incubateurs, les accélérateurs, les sociétés de transfert n'ont plus de secret pour vous. Vous l'aurez compris, c'est pas forcément un cheminement simple, mais qu'est-ce que c'est cool. Et je reprendrai en conclusion l'expression de Monsieur Gargani tout à l'heure. Ce qui compte, c'est oser. Donc osez et vous verrez que l'aventure est belle. Merci à toutes et à tous et je vous dis à tout à l'heure après la pause. La pause, c'est aussi le moment de networker. Vous avez des stands, vous avez des personnes qui sont là à votre disposition. Donc n'hésitez pas à aller à la rencontre des personnes qui sont là. Merci encore et à bientôt.